Bonjour à tous. Bonjour pour vous, bonne siesta pour moi. Et merci pour cette invitation si gentille de Rick, de Gaëtan, de tous les collègues de Crisis, de l'UQAM, que je estime beaucoup. Et félicitations par le colloque. Et spécialement, je voudrais remercier tous les collègues de la francophonie qui continuent à maintenir le lien avec quelques d'entre nous à l'Académie espagnole ou hispanophone qui essayons de suivre les événements et les avances de la science et la communication dans l'espace francophone. Bien sûr, tous les gens plus âgés, les plus jeunes, que nous lisons et que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Bon, je ne suis pas un épistémologue, donc ma proposition aujourd'hui pour commencer ce matin avec mon pauvre français, c'est d'essayer de apporter quelques idées pour ces bouffées conceptuelles de parties et apporter quelques des réflexions que je crois que peuvent faire partie des choses, des idées qu'on est en train de travailler dans un domaine de recherche plus appliqué que ce que nous avons écouté dans la première partie de la table, plus lié à l'économie politique de la culture et de la communication, et d'abord, parce que je vais commencer par ça, connecté avec le rôle de la recherche scientifique dans la société. Donc, je veux faire simplement 5 points pour ordonner quelques de mes idées. Et je commencerai par ça, par un premier point que je intitulé « Les dangers de la bureaucratisation vers une université sans relevance ». Tout d'abord, nous sommes confrontés à un problème très important en termes de recherche académique des processus sociaux. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, comme on le sait, et aussi en Espagne, les politiques de recherche et d'enseignement supérieur ont assumé sans critique les normes des grandes sociétés internationales d'édition scientifique pour valider la production des institutions et des chercheurs, héritant également de la centralité de l'approche quantitative et une anglophonie acceptée sans critique et sans réflexion. La langue n'est pas un véhicule informatif, mais un système dans lequel le lexique, la grammaire ou la syntaxe, connecté avec la première session, délimitent et construisent la pensée. Nous avons besoin d'une science espagnole, car nous avons besoin d'une science en français ou en chinois. Ces trois impositions sont en train de changer nos sciences humaines et sociales, l'imposition de l'impact éditorial, la prédominance du quantitativisme, empiricisme et la promotion de la publication anglophone. En conséquence, au cours des 10 dernières années, la bureaucratisation de la production académique a eu un effet dévastateur. Nos chercheurs ne sont plus formés pour penser mieux. Nos doctorats n'essayent pas de trouver des bons problèmes de recherche. Maintenant, tout le monde semble consacrer son temps exclusivement à l'approbation d'un magazine édité par Thomson Reuters ou par Scopus. Les systèmes d'indexation par impact détruisent les éditoriaux des livres scientifiques, marginalisent les publications de référence dans nos domaines qui n'ont pas cédé à la pression des éditeurs anglophones et surtout rendent le travail des universités sans relevance. Les chercheurs, surtout les plus jeunes, obsédés par le respect des exigences de publication de chaque domaine, ne dialoguent plus avec la société, mais avec d'autres chercheurs dans le même domaine. Et le résultat est que les connaissances produites par les institutions universitaires importent de moins en moins à la société, qui a trouvé d'autres interlocuteurs, beaucoup dans la sphère privée, comme référent dans la production de la connaissance. Premier problème de la situation que j'essaye de... Deuxième problème, numérique et sciences sociales, en connectant avec votre texte et votre exposition aussi. Non? Cette bureaucratisation de la production de connaissances se déroule cependant dans le contexte le plus florissant et explosif de la circulation d'informations des dernières décennies. Mais ces changements affectent-ils notre discipline ? Je ferai deux brèves annotations. D'une part, est-ce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existe une science de la communication numérique par opposition à une science analogique de la communication ?
Au cours de la dernière décennie, nous avons vu comment la numérisation généralisée de la culture a fait de la télévision, du cinéma, de la musique, de l'édition des livres, de la lecture, de la distribution de contenu, du numérique. En tant que processus transversal, la numérisation transforme tous les modes de production, la circulation et l'accès à la culture est donc partie de toute la perspective d'analyse des phénomènes culturels et communicationnels. Même si nous parlons encore de courriel électronique ou de télévision numérique, ces adjectifs sont très peu utiles dans quelques années. Il y a cependant 3 processus importants qui ont grandement contribué à transformer notre tâche comme chercheurs. En premier, la production permanente d'informations dans la production, distribution, diffusion ou accès à la culture numérique, susceptible de devenir un objet de recherche. Le Big Open Data, c'est aussi important le open que le big, n'est pas une cornucopia, mais un bon complément pour tester nos hypothèses. L'émergence des systèmes collaboratifs et des logiciels libres qui nous permettent de travailler avec plus de fluidité dans des équipes internationales, avec des coûts très compétitifs et avec la possibilité de concevoir des outils personnalisés. Il y a, dans ce point de vue, il y a très peu de sciences pas numériques, des sciences sociales pas numériques de ce point de vue. Et 3, l'intelligence artificielle et le traitement naturel du langage, qui devrait permettre à la recherche en sciences sociales de détecter dans un avenir très proche des objets d'études plus significatifs. Le fait que les nouveaux instruments sont incorporés dans le boîte à outils du chercheur ne devrait pas changer le paradigme, la base. Identifier les problèmes sociaux pertinents, les analyser dans le contexte de la théorie sociale, les étudier avec une base empirique et méthodologie transparente et reconnecter les résultats avec le cadre théorique et le contexte social que nous avons au début. La question clé est dans quelle mesure l'environnement numérique donne la science un nouvel écosystème dans lequel la détection des problèmes pertinents, les méthodes d'analyse ou les formes de diffusion peuvent y répartir des nouvelles ressources. Cela, je pense, ne change pas trop la discipline. Il élargit, il agrandit, le dote de nouveaux instruments. Mais l'essence du travail que nous faisons est la détection des problèmes sociaux, la capacité de dialogue avec la société et avec le monde universitaire pour identifier ces problèmes sociaux et de fournir des solutions. Cette question, ces dernières années, est appelée recherche responsable, une science qui laisse son château et dialogue avec la société dans le processus de production de connaissances est fondamentale. Et je tiens à souligner ici un deuxième aspect. Le numérique nous donne une excellente occasion de résoudre l'un des problèmes les plus importants de la science dans notre environnement, l'autoréférentialité fonctionnelle qui nous condamne à cultiver des espaces de plus en plus petits et à perdre la capacité de dialoguer avec d'autres disciplines. Le monde du numérique, avec ses langages homogènes, leurs réseaux multiservices, leurs plateformes multimédia, leurs forces potentiellement mondiales, nous oblige à reconnaître les limites de nos micro-territoires de la pensée traditionnelle et de travailler dans des équipes multidisciplinaires. Bienvenue, ça. Le penseur espagnol José Ortega y Gasset disait que l'hyperspécialisation conduisait nécessairement à la mort du savoir. J'aime aussi, même plus, l'expression utilisée par des collègues du Massachusetts Institute of Technology qui définissent leur point de vue sur les problèmes scientifiques comme antidisciplinaires. Cette antidisciplinarité implique un dialogue ouvert et constructif avec toutes les branches des dialogues du savoir. Alors je pense que l'environnement numérique est une opportunité. Ces processus transversaux nous obligent à repenser tous nos paradigmes confortables, à réviser, pas toujours pour les confirmer, nos théories et à reformuler nos approches. Dans quelle mesure ces contextes affectent-ils, par exemple, à mon domaine, qui est l'économie politique de la culture? Je signalerai 3 espaces dans lesquels je pense que nous pouvons apprécier la nécessité de revoir les approches de la recherche. Et structure, médiation, politique. Ce seront mes 3 derniers points. Structure. Pour ceux d'entre nous qui se consacrent à la recherche dans le domaine de l'économie politique de la culture, le changement numérique représente le formidable défi de passer d'un paradigme national, post-westphalien, à un paradigme mondial.
La production culturelle des 2 derniers siècles a toujours pu être comprise à partir d'une lecture de sa relation avec l'État-nation, que ce soit à partir de la critique ou d'un libéralisme fonctionnaliste. Le grand changement numérique est à la fois cause et conséquence d'un processus de mondialisation dont la partie la plus significative, les structures sont devenues plus complexes et invisibles. Étonnamment, il ne semble pas que l'étude des infrastructures de réseau soit intéressante pour les chercheurs de notre domaine. Cependant, la relation entre les systèmes de distribution technique et le contenu est cruciale, comme nous l'avons vu à la fois dans le premier réseau télégraphique mondial et aujourd'hui lorsque Facebook ou Google investissent dans la construction des câbles transocéaniques le plus puissants, récemment, l'année dernière. Évidemment, ce n'est pas un nouveau problème. La recherche sociale a dû aborder les conséquences du déploiement mondial du télégraphe, de la radiodiffusion et de la gestion du spectre ou de l'émergence de satellites dont l'invisibilité et la globalité nous rappellent beaucoup des réseaux numériques actuels. Les infrastructures numériques actuelles qui globalisent la circulation de l'information sont fondamentalement invisibles. Et pourtant, elles sont cruciales à plusieurs niveaux. Bien sûr, parce que la disponibilité des réseaux alternatifs et leur qualité déterminent un élément central de la circulation de l'information, du temps, ce que nous appelons aussi la latence. Ce ne peut être pas essentiel pour un email, mais nous sommes de plus en plus conscients avec le jeu vidéo ou le vidéo streaming. L'étude des infrastructures de circulation de l'information est avant tout essentielle pour comprendre comment les structures de pouvoir sont réélaborées, aussi bien dans l'accès à l'eau débit que dans l'émergence des pays qui constituent des hubs internationaux d'interconnectivité, ce qui implique en outre des conséquences économiques et politiques importantes. Les hubs donnent accès à d'autres réseaux, mais garantissent également la capacité d'interférer tant dans le contenu de communication, on se rappelle de l'NSA, que dans le fait même qu'elle survienne. Pour de nombreux pays, par exemple l'Afrique, l'Amérique du Sud ou le Moyen-Orient, la décision de passer ou non par un autre pays peut ne pas être facile car les centres régionaux offrent souvent des coûts beaucoup plus élevés. Mais de plus, l'infrastructure de réseau est un mécanisme par lequel les déséquilibres historiques dans la production, la circulation et la consommation de contenu se prolongent, ce qui se traduit aujourd'hui par les formidables différences qu'il y a en accès à des réseaux de différents endroits sur Terre, à la fois pour le producteur ou pour le consommateur. L'impact, par exemple, que le FAT-Tube, la connexion à haut débit, entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni a eu pour l'explosion de la production audiovisuelle dans ces pays est bien connu. Internet est plein de mythes et de métaphores. Et l'un des plus réussis dans ces dernières années est la nuage. Le cloud, la nuage, présente le stockage d'informations comme léger, omniprésent et bénéfique. La vérité est que nous savons vraiment très peu de choses sur le cloud computing. Google, Dropbox, Apple, Microsoft essayent de divulguer les informations minimales sur des questions telles que l'emplacement, l'interconnexion, la consommation d'énergie, etc. On sait par exemple que Google a investi autant que l'ensemble du secteur, que tout l'ensemble du secteur, dans le démarrage de son réseau de fermes numériques en 2013. Ou que si la nuage était un pays, il serait le 5e pays par consommation d'électricité aujourd'hui dans le monde. Les réseaux de serveurs de contenu qui copient des millions de fois chaque vidéo téléchargée sur YouTube pour l'offrir dans les meilleures conditions de vitesse, ce qu'on appelle le CDN, Akamai ou Amazon, est un facteur clé pour comprendre les avantages et les freins à la distribution de contenus culturels, notamment l'audiovisuel, dans le monde entier. La géopolitique des réseaux a besoin de ces connaissances pour comprendre l'interaction entre les fermes de données et les câbles sous-marins, pour comprendre les risques de la surveillance et les conséquences économiques et politiques, pour expliquer les raisons par lesquelles ces territoires inoffensifs des nuages et en même temps le territoire physique de l'application de lois territoriales des États, par exemple les lois antiterroristes, sur les dispositifs de stockage et sur les données stockées. Pour l'économie politique de la culture, il ne suffit plus de savoir qui sont ces ressources ou
elles sont situées géographiquement. C'est l'interaction entre la propriété des ressources, la manière dont ces ressources sont utilisées, des conséquences de différentes façons d'accéder aux ressources du réseau qui doit nous servir à revoir dans ces nouveaux environnements des milliers de réseaux interconnectés physiques sans fil, base de l'économie politique de la nouvelle culture. Les nouvelles médiations. Ces changements dans les structures globales de la culture produisent d'importantes transformations de la géopolitique culturelle que nous continuerons à voir dans les années à venir. Pays connectés et déconnectés, pays concentrateurs, hubs et pays périphériques. Mais peut-être que le changement le plus important se produit aujourd'hui dans l'émergence d'acteurs géopolitiques qui ne sont pas des États. Le GAFAM, qui seront discutés ces jours-ci. Ces entreprises ont produit au moins 3 types de nouvelles médiations, au moins, que je voudrais souligner. La première est la médiation des moteurs de recherche, dans laquelle Alphabet Google nous a montré l'importance actuelle du gatekeeping. Contrairement à la sélection des informations étudiées par la sociologie des années 50, les nouveaux gatekeepers sont très peu, Yandex, Baidu, Google. Le mécanisme qui effectue le filtrage des informations sont des secrets commerciaux. Il n'est pas surprenant que les algorithmes de recherche inquiètent la chancelière allemande Angela Merkel, qui a déclaré il y a quelques mois qu'ils devraient être publics ou au moins plus transparents. Une deuxième médiation émergée dans ces années est celle des applications. Nous ne pouvons pas confondre l'Internet et la World Wide Web, inventée par Tim Berners-Lee au Centre européen pour la physique des particules dans les années 90. Le web est un flux d'informations ouvert, visible à tout le système, mais dans l'ère post-PC, comme l'a nommé Steve Jobs, après le PC, nous fait changer les anciens dispositifs d'accès libre à l'information par les nouveaux téléphones portables et tablettes. Et là, la web a perdu. L'information ne circule plus en langage HTML, mais vient directement des serveurs vers les applications conçues spécifiquement pour fonctionner avec les systèmes Android ou iOS. Sur les appareils mobiles, les navigateurs sont remplacés par les applications. Il y a moins de trafic, moins de 10% de trafic sur ces dispositifs sur le navigateur, sur les browsers, presque tout est sur les applications, et assez grand tournant est accompagné par les médiations que le commerce d'applications, les App Store, font de l'accès aux dispositifs et donc comme gatekeepers de l'accès à cette forme de distribution d'informations. Finalement, nous voulons souligner l'importance de la médiation des réseaux sociaux, l'un des plus visibles et controversés à l'heure actuelle, on vient d'en parler. Tout d'abord parce que les tensions entre les États-Unis et la Russie ont popularisé dernièrement la stratégie du micro-targeting de la sphère publique extraordinairement efficace, il semble, en campagne électorale. Et finalement, ce qu'on appelle le regulatory hangover, tout cet effet de transformation régulatoire et donc les effets sur les politiques publiques. Je vais terminer ces mots en évoquant la nécessité de contribuer à la réflexion globale sur les politiques de la culture et de la communication qui semblent encore trop marquées par des catégories qui ne sont pas toujours utiles dans l'écosystème numérique. Dans les années 90, comme a été suffisamment étudié, le paradigme de la politique publique est devenu dans une nouvelle politique culturelle et créative en Australie, au Royaume-Uni et puis dans de nombreux pays comme le mien. De nombreux pays développés ont donc cherché le lien entre le changement et la diversification du numérique avec la croissance économique et de l'emploi. Les politiques culturelles et créatives sont aujourd'hui les paradigmes centraux des politiques publiques dans notre domaine, mais comme nous l'avions prévu, elles servent à diluer la politique culturelle dans la politique industrielle dans une perspective excessivement libérale. Deuxièmement, la nécessité de définir les limites de l'acception culturelle dans le contexte de la circulation mondiale de la culture. Les difficultés avec lesquelles l'Union européenne se trouve aujourd'hui dans la régulation du marché unique numérique au cours de ces mêmes semaines constituent un bon résumé du problème sous-jacent. Comment pouvons-nous contribuer à transformer les politiques culturelles pour favoriser la circulation transnationale et en même temps protéger l'identité culturelle? Quels sont les outils pour maintenir les principes de l'exception culturelle comme garantie? Et finalement, presque en même temps, et je suis en train de finir,
pour éviter la présence menaçante de Gaëtan. Presque en même... Non, il n'est pas menaçant. Presque en même temps, il y a eu une prise de conscience sur les rôles de la culture dans l'espace international en tant qu'instrument d'influence externe, avec de termes tels que la diplomatie culturelle ou le rayonnement, les plus connus en France, ou les plus connus internationalement du soft power, émanant des États-Unis, est capable de recueillir en soi toutes les formes de projection externe visant à modifier l'image perçue des pays à travers des instruments culturels. La diplomatie culturelle se présente comme pacifique, charitable, beaucoup moins cher que d'autres formes d'action extérieure, et permettant également la symbiose avec les politiques culturelles et créatives internes, en les complétant dans le plan extérieur. Les changements qui se produisent dans la politique culturelle étrangère dernièrement au Japon ou en Chine, dans les dernières 5 années, nous montrent 2 exemples extraordinairement intéressants de la façon dont la politique culturelle commence à être conçue aussi avec une perspective externe et interne en symbiose. Il y a donc de nombreux défis pour continuer à comprendre la géopolitique de la culture, comprendre les nouvelles structures de circulation de l'information et leurs conséquences, comprendre le rôle des acteurs non étatiques, étatiques, dans les nouvelles formes de médiation, comprendre et aider à comprendre les transformations des politiques publiques. C'est un programme de recherche passionnant. Merci.